Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Éco. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, où en sommes-nous? Nous assistons depuis la réélection de Donald Trump à un véritable basculement du monde. Le moment est historique. Vladimir Poutine a gagné la guerre en Ukraine contre tout l'Occident réuni. Donald Trump essaye d'imposer la paix à Volodymyr Zelensky et de rembourser les sommes investies par l'administration démocrate avec l'exploitation des ressources ukrainiennes. De son côté, l'Union européenne exsangue souhaite assurer la sécurité de l'Ukraine. En France, le gouvernement espère s'appuyer sur les financements européens et le secteur privé pour accroître les dépenses militaires et réduire le déficit. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, souhaite mettre en place une économie de guerre pour assurer l'autonomie de l'Union européenne. Pour comprendre les enjeux économiques de cette nouvelle séquence, nous accueillons Sergueï Kolesnikov. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergerot et merci de votre invitation. Alors, Sergueï Kolesnikov, vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, spécialiste des relations internationales. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages aux éditions RIC. Dans la tête de l'oncle Sam, paru en 2023, les BRICS, nouveaux maîtres du monde en 2024 et le prochain prévu pour avril ou mai 2025, le choc Russie-Occident. Alors, Sergueï Kolesnikov, cette notion économie de guerre brandie par l'exécutif, qu'est-ce que ça veut dire en économie? Oh ben écoutez, ça désigne tout simplement un effort de la nation pour prioriser la production d'armes et réorganiser la société en faveur des besoins militaires d'une manière générale. Alors maintenant, bien sûr, il y a des gradations dans cet effort de guerre. Actuellement, on serait à 2% environ du PIB pour les dépenses militaires. Certains disent plus vraisemblablement 1,6, quelque chose comme ça. Et on est dans une loi programmatique qui ajoutera 400 milliards sur 7 ans, de 2024 à 2030. Alors, il faut dire qu'on est parti de tellement bas que c'est des chiffres qui peuvent paraître élevés, mais enfin, on arrivera péniblement à dépasser vraisemblablement les 2%. D'ailleurs, c'est ce que font un peu tout le monde en Europe. Seule la Pologne, les Pays-Bas font plus. Ils ont peut-être la frousse, quoi, notamment la Pologne qui est juste en face et qui a au passage récolté pas mal de fonds de l'Europe justement pour acheter des F-35 etc. Aux États-Unis. Aux États-Unis, les États-Unis veulent nous faire atteindre 5%. Bon, c'est complètement irréaliste parce qu'il faut financer tout ça et on n'a pas les sous devant nous. On est ultra endetté comme tout le monde le sait. Alors on parle de mobiliser l'épargne, mais l'épargne, il ne faut pas croire que c'est de l'argent qui dort comme ça, hein. Si vous prenez les livrets A, ils sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations et c'est fait pour financer le logement social. On a aussi des plans très élevés pour la... Alors, n'allez pas trop vite en besogne, Sergueï Kolesnikov, parce que je voudrais vous écouter sur ce sujet, mais dans un instant, on a entendu Emmanuel Macron dans son allocution du mercredi 5 mars nous déclarer que la Russie est une menace pour l'Europe. Alors, est-ce que Vladimir Poutine donne des signes d'agressivité à l'égard de l'Union européenne? Est-ce qu'il s'apprête à lancer ses chars
dans l'Union Non, européenne. je pense que c'est plutôt Emmanuel Macron qui donne des signes de folie avancée. Vous savez qu'il a été diagnostiqué psychopathe par Adriano Segatori, expert auprès des tribunaux italiens. En réalité, personne ne nous menace, ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine, personne. Comme l'a très bien dit le vice-président Vance à Munich, ce qui nous menace, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire ce sont nos dirigeants hors sol dont Macron fait partie au premier chef. Son allocution, je l'ai trouvée à la fois glaçante, parce qu'on ne sait jamais, de la part d'un psychopathe, tout est possible, et risible à la fois, parce qu'évidemment, n'importe quel militaire vous dira qu'on ne pourrait envoyer au maximum que 40 000 soldats, alors que là-bas, on se bat contre c'est des millions de combattants, quoi. C'est tout à fait risible, et on pourrait tenir 4 jours de munitions. Bon, mais de toute manière, je ne prends pas ça très au sérieux, c'est de la communication, de la gesticulation. Macron s'est tellement enferré dans ses mensonges et ses contradictions et ses changements de cap que maintenant, il essaye d'occuper le terrain, mais enfin, voilà, il ne faut pas prêter attention outre mesure, à mon avis. Je reviens un petit peu, si vous voulez, sur la première question, l'économie de guerre, parce que y a quelque chose que je voudrais ajouter. Tout le monde parle chiffres, c'est une chose, mais quand on fait la guerre, on l'a fait avec des âmes, disait un général de l'armée blanche, c'est-à-dire qu'on l'a fait avec des hommes qui ont un cœur, on l'a fait avec des troupes qui ont un moral. Or, c'est peut-être surprenant pour certains de vos auditeurs, mais je pense que l'armée française, en tout cas l'infanterie française, à 80%, elle est franchement pour Poutine. Et c'est naturel, parce que Poutine, c'est un patriote, c'est un vrai chef qui a un cap, qui montre qu'il raisonne avec sagesse, qu'il économise ses soldats. Ça m'étonnerait que les Français soient prêts à aller mourir pour Zelensky, d'autant plus qu'on ne voit vraiment pas ce qu'on irait faire dans cette galère. Quand on nous dit qu'on va défendre nos valeurs démocratiques, enfin, c'est se moquer du monde. Les Américains, on va y revenir, quand ils ont fait le putsch du Maïdan, c'était pour dégager la démocratie ukrainienne qui existait depuis 1991 et la remplacer par un régime policier qui a supprimé le droit d'expression, les partis d'opposition et fait régner la terreur avec les bataillons ukro-nazis, et ce qui a entraîné la guerre civile. Hein. Donc, on voit beaucoup sur les plateaux de télévision des généraux 4 étoiles qui brassent de l'air en parlant de ces questions. C'est fou de voir à quel point on a l'impression qu'ils n'y comprennent strictement rien. Alors, il y a une chose est le mental, une autre chose est aussi, c'est vrai, l'expérience, parce que la France... Bon, certes, elle a participé au bombardement en Irak, elle a fait la guérilla au Mali, mais enfin, c'est une chose de bombarder de haut sur des pauvres types qui n'ont pas les moyens de se défendre, et de faire une vraie guerre de haute intensité avec artillerie, infanterie, blindés, etc. Ça, on a complètement perdu l'habitude. Alors, pour finir, économie de guerre, oui, Macron n'est même pas capable de faire respecter nos propres frontières, il n'est pas capable de se faire respecter du dirigeant de l'Algérie sur les OQTF, etc. Donc, non, franchement, c'est pas très sérieux. Hélas, je l'ai déjà dit dans mes billets radiophoniques, j'ai terriblement honte en tant que citoyen français de mon président, et tout le monde entier, les dirigeants du monde entier, il en est devenu la risée, quoi, dans le monde émergent, les BRICS, etc. Continuons avec ce qu'a déclaré récemment le ministre de l'économie, Éric Lombard. Il espère pouvoir s'appuyer sur le secteur privé pour accroître
les dépenses militaires et réduire le déficit, comme je l'ai dit en introduction. Alors, à quelle sauce les contribuables vont-ils être mangés? Alors, d'abord, c'est vrai effectivement qu'il y a une industrie de défense privée, hein, qu'il faut solliciter pour qu'elle produise les obus, les munitions, les canons, d'autant plus qu'on les a donnés justement à l'Ukraine, nos canons César. Seulement, voyez-vous, le problème, c'est que tout ça, ça passe par un effort de production, par des investissements basés sur des contrats à long terme. On ne va pas demander à une entreprise privée qu'elle se lance comme ça sur un coup de tête de Macron, dont il est coutumier. Un jour, il dit quelque chose, le lendemain, il dit l'inverse. Dans l'économie, il faut quand même des partenaires sérieux et il faut être capable d'être assuré que l'entreprise va gagner de l'argent en fabriquant des obus, des munitions, etc. Quand il est arrivé en 2017, un premier mandat, il a commencé par sabrer les dépenses militaires. Il a même éjecté de son poste le chef d'état-major Philippe de Villiers. Pierre de Villiers. Pierre de Villiers, ce sont les deux frères. Et parce que le général de Villiers lui disait, mais attendez, l'armée est à l'os, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, il a décidé en 23 de porter la production d'obus à 3000 par an. Bon, la Russie, elle en produit 3 millions par an, pas 3000, 3 millions. Et ça ne peut pas bouger du jour au lendemain. Aujourd'hui, rien que sur les obus, l'OTAN en produit 1,2 million et la Russie 3 millions. Hein, c'est ubuesque, tout simplement, c'est ubuesque. Alors ensuite, effectivement, il faut financer tout ça. Comment est-ce qu'on va le faire? Alors, forcément, on va nous faire les poches. On peut compter sur les conseillers du prince. Ils sont très, très habiles pour aller chercher les petites niches invisibles. Mais de toute façon, ça n'ira pas très loin parce que les Français sont déjà eux-mêmes lessivés dans les grandes largeurs. Alors, on va augmenter l'endettement. On va augmenter l'endettement alors qu'on est déjà super endetté, que déjà notre note par les agences de notation a été dégradée. Est-ce qu'on va flécher maintenant l'épargne des Français pour irriguer l'effort de guerre? Tout ça, encore une fois, ça me paraît être irréel. Ça me paraît être du virtuel. Bien sûr qu'il faut remettre en œuvre notre capacité de défense qui a tellement été détruite, mais ça prendra 10 Oui. ans, quoi. Il faut pas se leurrer. On a également entendu Éric Lombard nous parler de ces financements européens pour accroître ses dépenses militaires. C'est quoi ces financements européens, Ouais, Sergueï ouais, Kolesnikov? là aussi, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Il y a des fonds de transfert pour faire que tous les partis de l'Europe, tous les pays de l'Europe arrivent à peu près à égalité. Alors, on va pomper là-dedans. Mais là encore, une fois, Ursula von der Leyen n'a pas les sous, pas plus que Éric Lombard. Ursula von der Leyen, elle annonce carrément 800 milliards. Alors ça fait bien, c'est un effet d'annonce, mais c'est du vent, simplement, Mmh. c'est du vent. Alors, Donald Trump a annoncé qu'il allait suspendre ou qu'il avait déjà suspendu l'aide à l'Ukraine. Les dirigeants européens souhaitent prendre le relais financier pour assurer la sécurité de Kiev. Après 3 ans de guerre, où en est la situation économique de l'Union européenne? Eh bien, ça, je pense que tout le monde le sait. Tout le monde le sait parce que tout le monde en souffre cruellement. Les Français en sont arrivés au point pour certains, de ne plus se chauffer ou de se chauffer très peu, puisque les prix du gaz ont explosé littéralement. Et les prix de l'alimentaire, eux aussi, ont explosé.
les Français parfois n'achètent plus ou moins de viande ou sautent un repas. Enfin bref, la situation, elle est absolument catastrophique pour ceux qui n'habitent pas les beaux quartiers comme les macronistes. Évidemment, aux économies de l'Europe, alors là, c'est démentiel. L'Allemagne est sinistrée, son économie automobile est au plus bas, au point qu'elle a décidé de délocaliser même aux États-Unis pour profiter des prix du gaz, parce qu'elle a besoin d'énergie peu chère, plus intéressante, ou en Pologne. Bref, l'Allemagne est sinistrée au point, ça en a été au point que le chancelier Scholz, qui a perdu le pouvoir récemment, a retrouvé le numéro de téléphone de Vladimir Poutine et lui a téléphoné. Il suffirait qu'on rebranche un des 4 tuyaux de Nord Stream qu'on fait péter les Américains pour que immédiatement on ait une cinquantaine de millions de mètres cubes qui transitent chez nous. Et si on apprend un peu à parler avec plus de politesse que Zelensky, eh bien on pourrait même bénéficier de tarifs à nouveau avantageux, parce que Poutine, et c'est là le fond du problème, hein, Poutine n'est pas du tout, mais alors pas du tout, une menace. La Russie dans son entier n'a jamais été parce que voilà, n'a jamais été une menace. J'allais dire, je continue en disant que l'URSS, oui. Ah, ça c'est différent. L'URSS voulait effectivement pousser les révolutions dans le monde entier et établir le communisme à la soviétique sur toute la planète. Et ça, c'était effectivement dangereux. Là, heureusement que nous avions l'Amérique pour nous protéger de la guerre froide. Mais c'était la vraie Amérique, avec des gens comme, enfin, l'Amérique des Eisenhower, Kennedy, ensuite ça sera Herbert Bush, le papa Bush, hein, qui ont décidé avec Gorbatchev de transformer l'OTAN en partenariat pour la paix. Puis ensuite sont arrivés les gangsters. Les gangsters. Avec Bill Clinton. Voilà. Alors, oui. Oui, d'ailleurs, vous évoquez Nord Stream, j'ai vu, alors il s'agit toujours d'annonces avec Donald Trump, mais qu'il était prêt à réinvestir, lancer des investissements pour réparer les pipelines. Oui, ça, je ne l'ai pas vu passer, mais enfin, ces pipelines, l'Europe en a financé une bonne partie, la Poutine aussi. Il veut faire du business, hein, Trump. Ouais. Et c'est bien comme c'est par là qu'il est intéressant, parce que au moins on aura tourné la page des faiseurs de guerre et en Amérique. Mais on l'ouvre aujourd'hui en Europe, parce que les masques tombent. Von der Leyen, Macron, Merz, ça sera pareil, sont des va-t-en-guerre. Merz, d'ailleurs, le probable futur futur chancelier allemand, qui est un ancien de BlackRock, chef de BlackRock Allemagne. Qui est un ancien de BlackRock, oui. Donc, mais on a aussi, quand on écoute parler les chefs des petits pays baltes, notre ministre des Affaires étrangères, Kaja Kallas, quand on écoute parler le secrétaire Mark Rutte, mais c'est fabuleux, c'est tous des va-t-en-guerre. Enfin, pour Mark Rutte, ça s'explique un petit peu, parce que lui, il est secrétaire général de l'OTAN, donc son but, son rôle, c'est quand même de nous faire acheter des armes américaines. Et au passage, sa carrière marche bien, quoi. Donc, ça se comprend. Mais enfin, pour le reste, on est vraiment, enfin, c'est irréaliste. Au moment où enfin la paix s'annonce, au moment où enfin on va pouvoir parler de négociations de paix, de reconstruction, tourner la page de cette guerre absolument horrible et fratricide, à mon avis, les États-Unis des néoconservateurs ont voulu. Alors, j'entendais, je ne sais pas si c'était sur votre chaîne, non, c'était sur Sud Radio,
Bah, ce matin, d'ailleurs, c'était Monsieur Lelouch, Pierre Lelouch, et qui disait que la guerre, les Américains l'avaient relancée, l'avaient relancée, c'est vrai qu'il l'a relancée, en faisant capoter la paix d'Istanbul, qui avait été signée un mois à peine après le début du conflit. Seulement, je reproche à Pierre Lelouch d'oublier quand même de parler du criminel de guerre Barack Obama, qui a fait le putsch du Maïdan, avec l'aide des néo-nazis pour pousser l'Ukraine justement à la guerre. Si j'ai un instant, puisqu'on est sur le thème, je peux continuer un petit peu. Vous voyez, on nous dit toujours c'est le mantra, mais c'est quand même la guerre. La guerre, c'est quand même la Russie qui en est responsable. C'est elle qui est intervenue. Alors, vous voyez, souvent, vous avez des fois dans les films de western, vous avez un cow-boy qui rentre et qui s'accoude au comptoir et qui commence à bousculer le gars qui est à côté, qui commence à lui marcher sur les pieds, à lui cracher dans son verre, etc. Jusqu'au moment où l'autre s'énerve et lui fout un coup de poing dans la figure. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence le film à partir du moment où précisément celui qui est agressé fiche un coup de poing dans la figure à l'autre. Parce qu'en réalité, tout ça, ça commence depuis très loin. C'est depuis 1991, et là je reprends le fil de ce que je disais tout à l'heure, depuis 1991 que les États-Unis ont changé avec l'arrivée des néoconservateurs. Ce sont des gens qui, avec George W. Bush, voulaient soit le régime change, comme en Irak, avec des guerres monstrueuses pour soi-disant implanter la démocratie. Et en fait, ils ont laissé le chaos et la misère. Ou alors, ils ont fait des révolutions colorées, la révolution orange, la révolution des roses en Géorgie. Tiens, là, au passage, ils auront mis Saakashvili, le même qu'ils vont utiliser pour entraîner la guerre de 2008 en Ossétie du Sud, alors que tout le monde dit que c'est Poutine qui en est l'auteur. C'est une stupidité. Et puis ensuite, Obama arrive, et alors c'est lui qui est le responsable du putsch du Maïdan. Ce putsch du Maïdan a été organisé avec l'aide de la CIA. En tout, les États-Unis auront mis 10 milliards de dollars quand même pour arracher l'Ukraine à l'orbite du monde russe. Ce qui est marrant, c'est avec les États-Unis, c'est qu'ils font des coups tordus, mais à visage, enfin, sur le moment, c'est en secret, mais d'une manière ou de l'autre, ils s'en vantent, c'est plus fort qu'eux. On a les chiffres, voilà, enfin bref, Victoria Nuland n'est pas venue sur le Maïdan pour faire du tourisme, et pendant que les petits copains de la CIA, c'est-à-dire le Pravi Sector et Svoboda, les néo-nazis, s'apprêtaient à faire le putsch, parce qu'au départ c'était une manifestation bon enfant, hein, Oui. voilà, si ça n'était pas mêlé, ça n'aurait pas bougé. D'ailleurs, J'aimerais qu'on revienne à l'économie, Sergueï Kolesnikov. On avait oui, déjà beaucoup parlé avec nos invités sur TV Liberté de cette révolution du Maïdan, hein, dans laquelle d'ailleurs Bernard-Henri Lévy avait assumé joué un rôle aux oui, côtés de Pravi Sector et de Svoboda. Ces parce que droits de douane curieusement, ces curieusement, droits de douane, il les a pas aperçus. Il a dit, mais je vois pas de quoi il s'agit. Il oui, n'y a il y avait pas des de croix néo-nazis. nazies partout dans les bâtiments, mais bon, bref. Donald Trump annonce vouloir monter donc les droits de douane à 25% sur les produits européens. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'économie française et l'Union européenne? Bon, pour l'instant, ça n'est pas encore acté. Évidemment, si ça venait à l'être, ça serait gênant pour la France, on exporte des médicaments, des vins spiritueux, etc. Ça serait surtout gênant pour un petit pays qui est l'Irlande, à vrai dire, et exporte tout ce qu'elle exporte. C'est plus d'un quart de ses exportations qui sont à destination des États-Unis. Il y a aussi la Finlande, l'Italie, l'Allemagne. Enfin, bon, tout ça n'est pas encore acté.
été. Maintenant, il faut replacer tout ça dans un cadre un peu plus général, c'est-à-dire que moi, vous savez, quand j'étais prof, je devais enseigner le fait que nous allons commercer avec la Chine va nous acheter des marchandises, nous allons lui vendre les leurs, elle va sortir du sous-développement, nous allons sortir de la crise. Ah, c'est merveilleux. Mais tout ça, c'était des lubies. Ça s'est fini par le fait que finalement la Chine nous a bien grugé, nous sommes désindustrialisés, et la Chine, par contre, a profité de notre ouverture folle et généreuse pour son propre développement. Et le seul qui ait réagi avec quelque lucidité face à ça, ben c'est Trump, justement. Trump, dans son premier mandat, en 2018, il a entamé une guerre contre la Chine. Alors on se demandait, mais pourquoi, etc. En tant qu'économiste, je voudrais juste faire une incidente, parce que le libre-échange à jet continu comme ça, c'est un autre mantra que l'agression de Poutine, un autre mantra qui dit le libre-échange, c'est bien. Oui, tu parles. Le libre-échange, c'est ça qui nous a maintenus justement trop longtemps dans la crise. Parce que le libre-échange, ça veut dire qu'il faut être compétitif. Pour être compétitif, il faut peser sur les salaires. Quand on pèse sur les salaires, il n'y a plus personne qui peut acheter quoi que ce soit. Donc la demande, on la casse, et on en est là. Et alors, une chose qui m'étonne, mais alors à un point inimaginable, c'est que les questions purement économiques, qui sont de mon ressort en tant que prof, alors on les oublie complètement. Aujourd'hui, on a une croissance zéro, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que pratiquement on a une croissance zéro. Et c'est normal, c'est normal. Alors pour une économie de croissance, d'avoir une croissance nulle, ben non, c'est pas normal. Et en fait, les économistes qui sont pas trop libéraux, enfin disons pas ultra libéraux, vous diront que c'est la crise de la société de consommation, quoi. C'est la crise du Fordisme. Le Fordisme, c'est un système génial où on arrive à monter les salaires, les profits, la consommation de masse, la production de masse, élever le niveau de vie de tout le monde, donner même de quoi faire que l'État ait des cotisations sociales, des impôts pour développer les aides sociales, etc. Bon, mais c'est tout ça qui s'est cassé la figure. C'est normal, hein, un régime ça vieillit, et les systèmes économiques ont une fin. Bon, mais il faut les adapter au fur et à mesure. Il faut les adapter, voilà. Alors Trump, pas d'idéologie, pas de. Eh oui, minimum d'idéologie et maximum de lucidité. De bon sens, oui. Alors, est-ce que le retour de Donald Trump, vous vouliez qu'on en parle, Sergueï Kolesnikov, en préparant cette émission, ce retour va changer quelque chose aux manœuvres américaines pour aspirer nos entreprises? Ah ben oui, ça Trump, de ce côté-là, il reste un Américain, c'est sûr, hein. D'ailleurs, lorsque le premier mandat de Trump a été terminé, qu'il y a eu Biden qui est arrivé, les Européens naïfs, comme toujours, se sont dit: ah ben maintenant c'est fini, Trump va plus nous faire la guerre économique, on va s'entendre. Et puis finalement, Biden a pris exactement le même cap protectionniste et pour défendre les intérêts américains. Alors là, sur ce plan-là, Trump est un défenseur des intérêts américains. Et je dirais, c'est bien normal, quoi. Un président de la République, il est là pour défendre les intérêts de son peuple. Et j'aurais bien aimé que Macron défende des intérêts de son peuple au lieu de jouer pour les intérêts purement américains, en réalité. Pas par trahison, mais par bêtise, tout simplement, parce que je ne suis pas un complotiste, je ne vois pas très bien qui aurait pu mettre Macron dans sa manche, le payer pour, ça c'est du James Bond. Non, non. En fait, Macron, on l'a dit tout à l'heure, déjà c'est un psychopathe. En plus, c'est un young global leader. Il était atlantiste jusqu'au bout. Il a cru à toutes ces idioties de l'ultralibéralisme qui a mis fin à cette possibilité d'ailleurs, entre parenthèses, la relance de l'économie, hein,
Nous, on ne la fait pas. Mais les Américains, eux, ils l'ont faite. Obama l'a faite, et dans les grandes largeurs, en 2009. Et Biden, avec son plan Reduction Inflation Act, il l'a fait aussi. Et c'est là qu'on revient sur votre question. Trump aussi, il veut effectivement, bien sûr, aspirer nos entreprises. En fait, ils sont largement gagnants, les Américains, dans cette guerre d'Ukraine. Hein. Ils nous ont piqué le marché du gaz. On est obligé d'acheter notre gaz toujours aux Russes, évidemment, et aux Américains aussi, mais 4 fois plus cher. Ils nous ont piqué le marché des centrales nucléaires, ils nous ont piqué le marché des sous-marins américains, enfin les sous-marins pour l'Australie. Ouais. Ça faisait 56 milliards au passage. Au lieu de vendre le Rafale, on a vendu on a acheté des F-35. Alors aujourd'hui sur l'industrie de guerre, si vraiment il faut des armes tout de suite, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent qui serait débloqué par l'Europe? Eh bien, on va acheter des armes américaines, bien sûr. Non, mais il faut vraiment être un petit peu dérangé de la cervelle pour pas le comprendre, quoi. Hein. La France était en récession au quatrième trimestre 2024. Sergueï Kolesnikov, elle connaît une désindustrialisation très forte depuis des décennies et ça continue malgré ce que raconte notre chef de l'État, Emmanuel Macron. Quel rôle va pouvoir jouer notre monnaie, l'euro, dans les mois qui viennent? Ouais, alors ça, l'euro, l'euro, vous savez, l'euro, c'est la monnaie européenne, d'ailleurs qui avait été lancée par Schmitt et Giscard, un petit peu en mettant la charrue avant les bœufs, avec beaucoup de volontarisme. Et ça a marché dans la mesure où justement l'euro il était taillé sur mesure pour les besoins de l'Allemagne et tout le monde a dû s'adosser au modèle allemand qui nous imposait ces mesures en matière de taux de change, de taux d'inflation, de taux d'intérêt. Il fallait faire comme l'Allemagne, quoi, jusqu'à ce que l'Allemagne soit rejointe par la crise, soit à nouveau aussi maintenant sinistrée et se trouve un petit peu dans la même panade que nous. Alors, l'euro, c'est la monnaie de l'Europe. L'Europe, elle est en train de se casser la figure. Hein. Alors, si l'Europe se casse la figure, je ne sais pas ce qu'il restera de l'euro. Déjà que le dollar, lui, est en vif repli, on utilise pour 20 points de moins déjà le dollar dans les réserves internationales, grâce aux sanctions, avec l'imbécilité des sanctions. Fin février, l'Union européenne a voté un 16e paquet de sanctions contre les secteurs stratégiques de l'économie russe. C'est l'énergie, le commerce, les transports, les infrastructures et les services financiers. Comment les économies européennes et russes vivent-elles ces sanctions l'une et l'autre? Bah, écoutez, en ce qui concerne l'Europe, les sanctions, elle les vit très mal puisque ça lui est retombé dessus. En réalité, ceux qui ont souffert des sanctions, bah, c'est l'Europe. Par exemple, la France, son agriculture a perdu ses marchés russes. À l'inverse, la Russie, elle, en a profité maintenant qu'elle était abritée de la concurrence étrangère pour développer son agriculture. Il est très vite devenu un producteur mondial de céréales. Il faut quand même rappeler que la Russie ne part pas de rien. Elle a été industrialisée à la fin du 19e siècle sous le tsar Nicolas II. Elle a été industrialisée par les soviétiques pendant l'ère de l'URSS. Et donc, il y a une base, contrairement à ce que pouvaient penser des gens comme Obama, qui n'ont pas beaucoup de culture, à vrai dire, et qui s'imaginaient, il le disait en 2016, que la Russie, c'était une station-service qui vendait des armes et du pétrole, quoi. Ben non, justement, il y avait déjà une base. Et cette base, c'est très important parce que
si on partait de rien, évidemment, alors il faut parler un petit peu là du protectionnisme éducateur pour bien comprendre. Le protectionnisme éducateur de Friedrich List, 19e siècle, qui s'est battu contre l'école classique anglaise de Ricardo, qui promouvait le libre-échange, mais le libre-échange, c'était pour les intérêts bien compris de l'Angleterre. Alors, il fallait au contraire protéger les industries dans l'enfance et les sanctions ont servi de protectionnisme éducateur. Ça a permis justement aux industries dans l'enfance et à l'agriculture russe de se prendre en main. Parce que finalement, là où Obama aussi a fait une grosse erreur, c'est qu'il a sans doute essentialisé la faiblesse soviétique sur le russe en général. Enfin, il a fait du racisme, quoi, pensant que le russe était paresseux, il était incapable de se prendre en main, incapable de travailler. Alors en réalité, les Russes, comme les Chinois, hein, sont des gens qui sont travailleurs, créatifs, innovants, ultra flexibles. Et donc la Russie a joué de tous ses atouts pour justement substituer la production aux importations, grâce aussi à la férule de Poutine, qui en réalité dirige le pays, a mis au pas parce qu'à l'époque de Yeltsin, c'était la mafia, c'était horrible, quoi. Hein, la mafia, les oligarques. Il a mis au pas les oligarques, il a rétabli un droit de propriété, il a rétabli la justice, la confiance dans enfin tout ce qu'il faut comme infrastructure Et juridique. côté Union européenne, comment ces sanctions ont-elles été vécues depuis l'Union européenne? Ah ben, chez nous, c'est abominable, hein. Ça nous a enfoncés dans la crise à un tel degré que, bah, vous avez vu, hein, on a multiplication par 4 des prix du gaz, nombre de Français n'arrivent plus à se chauffer ou se chauffent beaucoup moins, nombre de Français qui habitent pas tous dans le 16e arrondissement font un repas sur deux parfois, réduisent leurs achats alimentaires, font durer leurs vêtements, etc. Enfin, on est tombé dans une espèce de pauvreté sans nom, et c'est ça qui nous fait prendre conscience quand même, qui fait hurler les Français quand ils voient que Macron donne des milliards et des milliards à l'Ukraine, qui représente un pays qui représente pas nos valeurs, ça représente un pays policier et corrompu qui utilise la terreur des régimes, enfin des régiments néo-nazis pour pousser la pauvre jeunesse ukrainienne à la boucherie sur le front, quoi. Parce qu'on nous fait croire qu'il y a un élan patriotique en Ukraine, mais c'est exactement l'inverse. Enfin, il y a 100 000 déserteurs en Ukraine, les gens savent plus comment échapper aux sbires de la police qui cherchent à les envoyer sur le front. On envoie tout le monde sur le front, les jeunes, les vieux, toute la jeunesse ukrainienne y est passée. Enfin, il y a 1 million de morts et blessés, c'est quelque chose d'effarant, littéralement effarant. Alors, Peut-être pour aller de l'autre côté du front, côté russe, comment se porte l'économie de Vladimir Poutine et comment prépare-t-il l'après-guerre? On a entendu parler de cet accord sur le sous-sol ukrainien entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Donc, comment Américains aussi et Russes vont-ils se partager le gâteau? bah, écoutez, d'une manière générale, la Russie, elle va très bien. Hein, son PIB croît de 4%, en gros. Le redressement de l'économie russe continue. Les secteurs de l'aéronautique, l'automobile, les transports, l'industrie navale, le spatial, la chimie, enfin tout ce qu'on peut imaginer va très bien, et elle tisse des rapports étroits économiques avec les BRICS, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran. Ça va très bien pour la Russie. Elle manque simplement de personnel. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a des gens qui ont été... Il y a eu une mobilisation
une mobilisation. Zelensky en a fait 8. Hein. Une mobilisation, il a envoyé des gens au front. Enfin, il les a mis quand même 6 mois à l'entraînement avant de les envoyer au front, alors que Zelensky lui envoie directement de la camionnette au front directement. Il meurt dans les quelques heures qui suivent. Eh bien, en fait, la Russie paye les dégâts démographiques de l'URSS soviétique, où les naissances étaient très basses, et grâce à Poutine, enfin, ça remonte progressivement, alors que, à l'inverse, sur le plan démographique, c'est les États-Unis qui piquent Et un et peu du sur nez. l'exploitation du sous-sol ukrainien, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bah oui, écoutez, ça m'étonnerait pas du tout. Alors, je voudrais dire quand même au passage que, bien sûr, Trump a dit oui, je veux récupérer mon argent, 500 milliards de dollars, etc. Je pense que il y a peut-être l'argent qui l'intéresse, mais il veut pas perdre la face non plus, parce qu'un un Américain larguer comme ça des centaines de milliards de dollars pour rien. Euh, vous passez pour un loser, pour un pauvre type, pour un crétin fini, quoi. Alors que Macron le fasse, peut-être, mais Trump, non. Alors maintenant, est-ce qu'il va. C'est très délicat, ce sont des investissements extrêmement pointus. Il y a Guillaume Pitron qui l'explique très bien dans son bouquin La guerre des métaux rares. Enfin, les métaux rares, plus exactement. Et c'est horriblement coûteux, c'est horriblement polluant, c'est horriblement technique. Ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement, il y ait des joint ventures qui se passent entre l'Amérique et la Russie, et pas simplement dans le Donbass. Hein, parce que c'est vrai que les principaux seraient surtout dans le Donbass, mais même en Russie, dans la Russie profonde. Parce que déjà, Trump a rétabli les relations diplomatiques, il est en train de rétablir les relations commerciales. Bientôt, on pourra à nouveau aller s'envoler à Moscou directement. Business, quoi. Ce sont deux personnes qui ne sont pas des va-t-en-guerre, qui veulent. D'ailleurs, dans le premier mandat, Trump n'a pas fait la guerre. Il a fait au contraire les accords d'Abrams en 2020. Et il l'a dit d'ailleurs dans son discours d'investiture, qui était magnifique au passage, ce discours d'investiture avec serment sur la Bible, chant patriotique. Il a expliqué qu'ils allaient remettre d'aplomb l'Amérique, en faire une nation fière. Enfin bon, est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas, parce que un gars comme Todd dit que le déclin américain est enclenché depuis au moins 50 ans, quoi. Alors, on voit maintenant l'Union européenne, entre guillemets, prise en étau entre les impérialismes américains et russes. On avait entendu parler de ce projet d'un État fédéral européen. Où les dirigeants européens en sont-ils de ce projet politique? Oui, alors ça, l'Europe politique, d'abord, les Américains n'en ont jamais voulu. Hein, et ils ont obligé les Allemands dont ils protégeaient le territoire grâce au parapluie nucléaire. Ils ont obligé les Allemands à laisser croire aux Français qu'il y avait un couple franco-allemand, qu'un jour on ferait l'Europe. Les Français ont été assez stupides pour le croire, mais les Américains ne veulent pas de l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe, elle est cassée par la guerre d'Ukraine. Elle est cassée en deux, entre les globalistes d'un côté, c'est-à-dire les fous furieux à la Macron, Scholz, von der Leyen, Mark Rutte et autres Kaja Kallas, etc., qui ont qui sont bientôt des has-been et qui seront délogés du pouvoir. Ça a commencé. Et de l'autre côté, les souverainistes, avec les piliers que sont devenus Giorgia Meloni en Italie, Viktor Orban en Hongrie, Robert Fico en Slovaquie, Colin Georgescu en Roumanie. Alors lui, comme la Roumanie fait partie de l'UE, l'UE a carrément annulé les élections.
faut le faire quand même, hein. Je rappelle que Vance a dit, mais enfin, reprotez-vous, vous êtes en train de fouler aux pieds vos propres valeurs, soi-disant démocratiques. Nous, on défend quoi? La démocratie ou un État totalitaire? Ben, en fait, on défend un État totalitaire, hein, parce que c'est ça l'Europe des nations. C'est un État, c'est la folie de Bruxelles. Ces gens-là, ils sont dans une bulle virtuelle, ils lévitent au-dessus du sol, ils sont hors sol complètement. Alors plus vite on les dégagera du pouvoir et plus vite finalement on pourra enfin sortir notre vieille Europe de la panade dans laquelle elle s'est laissée glisser. Pour terminer, Sergueï Kolesnikov, vous dites que l'avènement, de ce nouveau monde multipolaire sera, plus pacifique. Qu'est-ce qui vous permet de croire une telle chose et quel avenir l'Europe pourra-t-elle jouer dans ce nouveau monde? Alors, que le monde multipolaire soit pacifique, c'est simple à comprendre parce que ça rejoint le début de la discussion. Personne ne menace la France. C'est la France qui croit que elle est menacée alors que c'est elle qui menace justement la Russie. Ce sont Biden, les fous des démocrates américains qui voulaient mettre à feu et à sang la planète. C'est pas du tout le cas de la Russie. La Russie n'a jamais envahi personne en réalité, et même pas l'Ukraine. Ça a été une guerre préventive pour se libérer de l'impérialisme américain. La Chine ne veut pas envahir personne, l'Inde non plus. Enfin, donc les grandes puissances, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est développer l'économie mondiale et chacun en recevant les intérêts bien compris. Alors l'Europe là-dedans, ben, le temps que vont durer encore les pouvoirs de nuisance de Macron, dont la gestion de la France à la Macron, c'est vraiment anti-français, quoi. Anti-français, anti-intérêt de l'économie française et anti-électorat. Les Français ne veulent pas de Macron, quoi. Et ils ne savent plus comment le lui dire, qu'il dégage. Et d'ailleurs, il s'est glissé dans un trou de souris en 17 et il a profité justement de la guerre d'Ukraine pour se faire réélire et échapper à carte sur table le programme qu'est-ce que je propose. Donc du coup, il s'est fait réélire. On ne savait même pas pourquoi faire et lui-même d'ailleurs ne le savait pas. Son propre agenda, c'est de rester au plus longtemps au pouvoir comme Zelensky finalement, hein, et devenir un jour, dans ses rêves les plus fous de psychopathe, président des États-Unis d'Europe, quoi. Voilà. Non, moi je suis très très optimiste une fois que tous ces gens-là auront dégagé. Merci à vous, Sergueï Kolesnikov. Je rappelle une dernière fois à nos téléspectateurs le titre de vos ouvrages: Dans la tête de l'oncle Sam, les BRICS, nouveaux maîtres du monde, et apparaître dans les prochains mois, le choc Russie-Occident. Merci à vous, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous d'avoir suivi cet entretien. Tout de suite, c'est la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Merci et au revoir. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai Après la guerre contre les virus, la guerre contre les Russes. Allez, on a gagné un vie. Mais surtout, on a trouvé un nouveau prétexte pour endetter la France, endetter l'Europe, mais surtout aujourd'hui, un prétexte pour venir faire la poche des épargnants, puisqu'il est question, vous l'avez bien compris avec l'allocution d'Emmanuel Macron du mercredi 5 mars, il est bien question de faire appel à l'épargne. Alors, ce que l'on
voit se dessiner, c'est une ponction sur le livret A. Déjà qu'il n'y avait pas assez d'argent pour financer le logement social et qu'on est en grave déficit, avec 2,5 millions de mal logés, mais surtout un nombre de constructions qui s'est littéralement effondré depuis 2 ans. Bon, comme on est au fond du trou côté immobilier et qu'on est déjà à 150 000 licenciements, allons jusqu'au bout et réorientons l'épargne vers l'armement, où là, peut-être qu'on arrivera à créer quelques emplois. Donc, l'Europe se réarme face à la menace russe. Des Russes qui sont bloqués depuis 3 ans à l'est du Dniepr sur une ligne de front de 700 km qui a avancé ou reculé de 3 ou 5 km en 3 ans. Poutine n'a pas réussi à s'emparer d'un pays de 45 millions d'habitants, mais il ne fera qu'une bouchée d'une Europe qui compte 450 millions d'habitants, qui est 10 fois plus vaste que l'Ukraine et surtout 10 fois mieux armée, et en plus de ça, protégée par la doctrine nucléaire que Poutine ne franchira certainement pas. Il connaît les lignes rouges, nous connaissions les siennes, nous les avons délibérément franchies avec l'Ukraine. Donc, la menace russe, on ne lit ça que dans des pays où, comme par hasard, les dirigeants sont tous membres ou administrateurs du WEF, administrateurs pour le chancelier Merz, administrateur pour Chrystia Freeland, qui est candidate à la succession de Justin Trudeau au Canada. Mais dans des pays où il n'y a pas des pantins du WEF, vous ne lisez pas, ni dans la presse helvétique, ni dans la presse du Kazakhstan, ou même italienne, que la Russie soit une menace. Non, c'est une obsession des membres du World Economic Forum, qui en plus de ça ont un autre agenda qui est l'eurofédéralisme et ultimement le globalisme planétaire. Et l'eurofédéralisme, c'est ce qui sous-tend effectivement le projet d'investissement de 800 milliards de fonds européens. Ça va être de l'endettement, naturellement. 800 milliards, tiens. Est-ce que ça ne serait pas exactement le montant que proposait Mario Draghi il y a 1 an exactement? Oui, c'était en février 2024, 800 milliards d'emprunts pour relancer l'Europe. À l'époque, il n'en était pas question, puisque l'Allemagne, avec son orthodoxie budgétaire, s'interdisait de participer à la moindre levée de fonds avec une garantie mutualisée. Ça y est, les lignes rouges de l'Allemagne ont volé en éclats. Là, c'était le 4 mars, puisque le chancelier Merz annonce donc que l'Allemagne va tirer un trait sur 30 ans de doctrine d'orthodoxie budgétaire pour relancer par la dette. Et là, il est question en Allemagne, juste en Allemagne, d'un package de 500 milliards d'euros. Donc, on passe de 0 surendettement à 500 milliards, plus la participation au fonds européen de 800 milliards. Voilà. Je le répète, le chancelier Friedrich Merz fait partie du World Economic Forum. Il est donc clair que son allégeance va au WEF et pas du tout aux doctrines de saine gestion que l'Allemagne poursuit depuis la chute du mur de Berlin. Alors tout ça a eu quand même une conséquence, le krach obligataire du 5 mars. Jamais depuis octobre 1998, on avait vu les taux exploser de 32 points en Allemagne. Ça fait donc une hausse de près de 15%. En France, nos OAT ont décalé de 29 ou 30 points à la hausse et retrouvé leur pire niveau depuis novembre 2011. Voilà, on pariait sur une baisse de taux qui relancerait l'immobilier, qui relancerait la croissance en Europe.
eh bien cette baisse de taux n'existe plus. On est même sur les pires niveaux qu'on ait connus depuis 14 ou 15 ans. Et puis surtout, la relance par la dette. Nous savons tous ce que cela donne avec l'épisode Covid. 1 an après le all-in monétaire, nous avions une inflation à 8, 9, 10%, même 20% dans certains pays européens. Donc voilà, on prend les mêmes et on recommence. Il y a 5 ans, c'était le virus. Aujourd'hui, c'est les Russes. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.